Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de chimie. Donc la chimie, c'est l'étude des propriétés des atomes et des molécules, ainsi que de leurs réactions et des réactions chimiques qui en découlent. Donc la force magnétique, elle lie les électrons au noyau, comme on a établi dans la vidéo de physique, et ainsi va former des atomes qui vont interagir par leurs électrons pour former des molécules. Des molécules qui vont elles aussi interagir entre elles. Par conséquent, toute la chimie se produit dans la force électromagnétique, qui va déterminer les propriétés des atomes et des molécules, ainsi que leur interaction pour former d'autres molécules. Donc, quelles sont les propriétés de ces atomes et de ces molécules? Déjà, le nombre d'électrons dans un atome va déterminer leur distribution autour du noyau, ainsi que ses propriétés. Comme vous voyez ici, les électrons sont en vert, chargés négativement. Les électrons ils vont être proportionnels aux protons, qui sont chargés positivement, ici en bleu, dont le nombre ne va pas changer dans l'atome. Par contre, le nombre de neutrons, il peut changer dans un atome. Et donc, les propriétés d'un atome sont définies par son nombre de protons qui ne change pas. Donc, la masse de l'atome, elle va être définie par la masse de son noyau qui contient les protons et les neutrons. Parce que la masse des électrons est quasiment négligeable par rapport à celle des protons et des neutrons. Donc, certains atomes, ils vont exister avec un nombre de neutrons différents, c'est-à-dire ils auront plus de neutrons que de protons dans leur noyau. Et cela, on appelle les isotopes. Ceux-là, ils vont tendre à perdre leurs électrons supplémentaires par le biais de la force faible, et ils vont émettre des radiations qui vont générer de la chaleur. D'ailleurs, il faut savoir que la chaleur terrestre qui provoque la tectonique, elle est provoquée par cette chaleur des radiations qui émanent des isotopes. Et donc, elle est indispensable à la vie, d'ailleurs. Donc, comment s'organisent les électrons autour des noyaux? Donc, les électrons, ils ont des probabilités de présence, ce qu'on a établi dans la mécanique quantique, dans la vidéo sur les principes de physique. Donc, ces probabilités de présence, elles vont être élevées à certains endroits et faibles à d'autres. Et ces probabilités de présence ne peuvent autoriser la présence que d'un atome à la fois dans le même endroit. Ça s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. Ainsi, les autres électrons, ils devront occuper d'autres régions appelées orbitales. Les électrons, comme toutes les particules subatomiques, ils veulent minimiser leur énergie et occupent donc d'ailleurs les orbitales les plus proches du noyau qui ont la plus basse énergie. Puis les suivantes, puis les suivantes, puis les suivantes. Et donc l'orbitale externe, la dernière orbitale, elle va être appelée la valence. Et c'est là où se produisent les interactions avec les autres atomes. L'orbitale de plus basse énergie est une sphère, comme vous pouvez le voir ici en violet. Mais les orbitales supérieures, elles devront adopter des formes différentes pour éviter de clasher avec cette orbitale. Et c'est comme ça qu'elles forment des formes, on va dire, bizarres. Donc c'est pas la représentation qu'on voit à gauche qui est réelle, c'est plutôt la représentation de l'atome et des molécules qu'on va voir à droite qui est réelle. Donc ils vont avoir une géométrie. Et donc, la forme et le nombre de ces orbitales, il va déterminer la forme de l'orbitale de valence, la dernière orbitale. Et ainsi, ils vont dicter les géométries autorisées pour un atome et pour une molécule. Et cette géométrie est très importante parce qu'elle va déterminer les propriétés des molécules qui vont en résulter. Et comme vous voyez ici, ça c'est la géométrie de la molécule d'eau. Et vous voyez qu'elle forme une sorte de pyramide avec l'oxygène et les deux hydrogènes. Et ça, c'est très important et on va voir sous peu pourquoi. Donc, ces éléments, ils vont avoir des propriétés similaires par rapport à comment leurs électrons vont être agencés. Donc, comme on l'a dit, différentes orbitales, elles peuvent accepter un nombre spécifique d'électrons avant que les autres électrons doivent sauter à une orbitale d'énergie plus élevée jusqu'à atteindre la valence. Donc les atomes de masse différente, c'est-à-dire qu'ils auront plus de protons et de neutrons dans leur noyau, mais qui ont un taux de remplissage de leur valence similaire, on a découvert qu'ils avaient des propriétés similaires. Et donc on les a regroupés dans un tableau. Et vu que leurs propriétés sont périodiques, c'est-à-dire que quand c'est peu rempli, tous les éléments vont avoir des caractéristiques, quand c'est très rempli, ils vont avoir des caractéristiques, donc il y a une périodicité des propriétés, donc on a appelé le tableau périodique. Et il est organisé comme cela.
Donc, les éléments déjà qui ont les orbitales de valence complètement remplies sont les plus stables énergétiquement, parce qu'ils ne cherchent pas à interagir avec d'autres atomes, et sont donc non réactifs, et ils sont regroupés dans la famille des gaz rares, comme vous pouvez voir ici à droite. Après, les atomes qui manquent d'un petit nombre pour compléter leur valence, ainsi vont chercher fortement à gagner un petit nombre d'électrons pour la remplir. Ces éléments sont donc assez réactifs, et sont regroupés dans les groupes des métaux alcalins et métaux alcalino-terreux. Au contraire, les éléments qui n'ont qu'une minorité de leur couche de valence disponible, qui est occupée, ils vont chercher fortement à donner ces électrons isolés, et sont regroupés donc en halogènes qui sont très réactifs avec les groupes qui cherchent à gagner les électrons. C'est-à-dire le groupe à gauche, il est très réactif avec le groupe qui veut attirer les électrons. Et donc après, les éléments qui se situent entre ces deux ont peu d'inclination ou d'incitation à gagner ou à perdre des électrons, et sont donc moins réactifs. Et ils vont plutôt préférer partager leurs électrons de valence avec d'autres éléments qui sont similaires. Et on va voir comment ça se passe maintenant. Donc les atomes, le principe général, comme on l'a dit, c'est d'atteindre l'équilibre et de minimiser leur énergie. Donc les atomes vont essayer de chercher à minimiser l'énergie déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est comme ça qu'on a les orbitales, mais aussi entre eux. Et donc il se trouve que des atomes liés vont avoir une énergie totale inférieure à des atomes non liés, quand ils vont s'apparier. C'est-à-dire que les atomes qui sont proches, dans les bonnes conditions, ils vont former des liaisons intramoléculaires, parce qu'ils vont former des molécules. Et donc, ces énergies totales, elles vont être inférieures. Et donc, pour la même raison, les molécules aussi, elles vont minimiser l'énergie entre elles pour former des liaisons intermoléculaires qui sont beaucoup plus faibles que les liaisons entre les atomes. Donc, les molécules, elles vont bien sûr échanger des atomes entre elles dans ce qu'on appelle les réactions chimiques, qu'on va voir plus loin. Maintenant, par rapport aux liaisons intramoléculaires, c'est-à-dire entre les atomes, bien, les éléments, comme on a dit, les moins réactifs, ils vont essayer plutôt de partager leurs électrons de valence lorsqu'ils forment des molécules. Et donc, ils vont former des liaisons covalentes, c'est-à-dire chaque atome, il va contribuer de ses électrons. Et donc, les électrons, ils vont entourer complètement les couches de valence de ces électrons. Et ainsi, ce sont des liaisons très fortes et très stables. En fait, c'est les liaisons chimiques les plus fortes et les plus stables. Inversement, les éléments réactifs, qui préfèrent plutôt donner ou accepter quelques électrons, ils vont créer des liaisons qu'on appelle ioniques, qui sont plus faibles. Et donc, l'électron va se trouver dans un endroit plus que dans un autre. Et donc, les électrons ne vont pas se distribuer uniformément entre les atomes de cette molécule. Ainsi, comme vous pouvez voir ici, la molécule de sel de table, donc NaCl, Na, il va perdre son électron, le donner au chlore, et donc le chlore, il va être tendance à être plus négatif que le sodium. Et donc, ça va avoir des pôles, en fait, comme des aimants. Et donc, les liaisons ioniques sont plus, on va dire, polaires que les liaisons covalentes qui sont moins polaires. Et donc, en quoi cette polarité, elle est importante? Ben, les liaisons polaires peuvent s'amplifier ou s'annuler selon leur orientation, qui va être dictée par la géométrie dont on a parlé juste avant, la géométrie des orbitales de valence. Donc par conséquent, la géométrie globale, c'est-à-dire la forme de la molécule, va lui donner une polarité ou pas, et va lui donner ses caractéristiques. Et donc on aura maintenant des caractéristiques des molécules. On aura des molécules qui sont non polaires, qui vont se dissoudre dans des solvants non polaires, c'est-à-dire les huiles, tandis que les molécules polaires vont se dissoudre dans les solvants polaires, et le plus important desquels, c'est l'eau. Et vous voyez ici, l'eau est aussi une molécule polaire, qui a aussi un côté négatif et un côté positif. Et vous voyez ici que l'essence, qui est formée plus de liaisons covalentes, n'a pas de polarité, donc il ne va pas aimer se mélanger avec une molécule d'eau. Donc, il y a aussi une autre caractéristique aux molécules polaires, c'est-à-dire que les molécules polaires ayant une charge, eh ben, elles permettent le flux d'électrons. Et donc elles vont être conductibles d'électricité, contrairement aux molécules non polaires. Cette conductivité électrique, elle est essentielle pour la plupart des processus biologiques. Parce que la plupart des processus biologiques, ils vont transmettre de l'énergie ou de l'information par le biais de transfert d'électrons. Et donc ce qui explique pourquoi l'eau est le solvant biologique par excellence.
Certaines molécules, elles vont combiner des régions polaires et des régions non polaires. Et donc, ils vont être capables de se lier aux deux types de molécules et de les dissoudre. C'est ce qu'on appelle les tensioactifs ou les surfactants. Et l'exemple le plus commun, c'est le savon et les détergents et les émulsifiants en cuisine. Et vous voyez ici un surfactant qui a une tête polaire et une queue non polaire. La queue va être la queue lipide et la tête va être polaire. Donc maintenant qu'on a parlé des liaisons entre les atomes, comment les molécules ils vont interagir ensemble. Donc comme on a dit, les molécules ils vont avoir des nuages d'électrons qui vont entourer leurs extrémités. Et donc s'ils ont des extrémités positives ou des extrémités négatives, ben celles-là ils vont aussi agir comme des aimants qui vont les rapprocher. Et donc ils vont former des liaisons intermoléculaires, qui sont bien sûr beaucoup plus faibles que les liaisons entre les atomes. Et donc ces liaisons, à basse température, elles vont garder les molécules ensemble, et donc elles vont les rendre moins capables de bouger. Et donc ils vont se regrouper dans des configurations serrées, formant ainsi ce qu'on appelle des solides. Et les liquides vont avoir des arrangements intermoléculaires plus lâches, et après les gaz, ils vont avoir aucun arrangement intermoléculaire parce que les atomes sont juste trop, les molécules sont juste trop éloignées. Maintenant, je vais citer l'exemple spécifique d'une liaison intermoléculaire qui s'appelle la liaison hydrogène, qui se passe entre l'hydrogène et l'oxygène ou l'azote. Et donc, dans le cas par exemple de l'eau, les liaisons hydrogène sont très très nombreuses parce qu'il est fait que de H et de O, et donc toutes les molécules qui sont adjacentes, elles vont avoir ces liaisons hydrogène. Et donc ces liaisons seront tellement nombreuses que c'est ça qui va conférer à l'eau ses propriétés uniques, comme la cohésion et l'adhésion, c'est-à-dire la capacité de se coller à lui-même et de se coller aux molécules polaires, qui en font le solvant dominant sur Terre, ainsi qu'une capacité de rétention de chaleur élevée. Elle est 5 fois supérieure à la capacité de rétention de chaleur des roches, par exemple. Et c'est ce qui permet d'ailleurs aux océans de réguler la température sur Terre, en faisant circuler ce qu'on appelle les courants océaniques, et ainsi les nutriments qui vont avec, et les courants, et aussi des courants océaniques d'ailleurs, juste au passage, ils sont générés par les ions qui viennent des sels qui ont été dissous à partir des roches, et qui vont dans l'eau, de l'eau de mer, et celle-là, elle va attirer l'eau douce des glaciers. Et donc tout ça, ça va rendre la vie possible sur Terre. Donc vous voyez comment la liaison hydrogène fait que l'eau est ce qu'elle est, et que là, les effets qu'elle a. La liaison hydrogène est aussi essentielle pour former les éléments constitutifs de la vie, que sont les protéines et l'ADN. Ainsi que la liaison hydrogène, elle est essentielle pour le fonctionnement de quasiment la plupart, si ce n'est tous les médicaments, qui interagissent avec ces protéines et avec l'ADN. Donc c'est la base de la pharmaceutique. Maintenant, quelles sont les réactions chimiques qui peuvent s'opérer entre les atomes et les molécules? Donc quand il y a les bonnes conditions de chaleur, de pression, de pH, etc., les molécules vont échanger des groupes d'atomes ou des électrons avec d'autres molécules. Et donc ces groupes qui échangent, on va les appeler les réactifs, et ils vont donner de nouvelles molécules qu'on va appeler les produits. Et donc, il s'agit de réactions chimiques qui peuvent être de deux types. Elles peuvent être soit complètes, où les réactifs vont se transformer en produits et la réaction va s'arrêter, ou le plus souvent de réactions d'équilibre, c'est-à-dire que la réaction va se passer dans un sens comme dans l'autre, où les produits vont aussi se transformer en réactifs en même temps. Et donc, la vitesse de ces réactions dans un sens ou dans l'autre, elle va être dictée par les conditions initiales, et peut être poussé dans un sens ou dans l'autre en modifiant ces conditions, c'est-à-dire en rajoutant plus de réactifs, ou en mettant plus de chaleur, ou plus de pression, ou en ajustant le pH, etc. Juste à noter, il y a certaines molécules qui peuvent aider à activer une réaction chimique ou à l'accélérer fortement dans une direction ou dans l'autre, et ces molécules sont appelées des catalyseurs. Dans l'exemple de la biologie, cette fonction est assurée par des protéines spécifiques qu'on appelle des enzymes. Et certaines réactions chimiques, je veux juste donner quelques exemples avant de finir cette vidéo, sur quelques réactions chimiques qui sont importantes ou intéressantes. Donc une des réactions importantes, c'est l'oxydation, c'est-à-dire la réaction avec l'oxygène, qui va interagir avec les métaux, mais aussi permettre le transfert d'énergie dans la respiration cellulaire dans plusieurs espèces animales.
La réaction de photosynthèse qui s'opère dans les plantes, par le biais de laquelle l'oxygène atmosphérique et le CO2 vont être combinés pour former des sucres, et ce avec de l'énergie des photons du soleil. La respiration dont on vient de parler, qui est la fabrication de molécules de stockage d'énergie appelées ATP, à partir de sucre et à partir d'oxygène. Et une réaction, on va dire, intéressante, qui est la réaction de Maillard, qui est la fabrication de molécules qui donnent la saveur et le goût, à partir des sucres et des protéines qui vont interagir sous la chaleur. Et donc c'est ce qui va donner le goût cuit des aliments, c'est-à-dire que quand vous allez cuire un steak, c'est la réaction de Maillard qui va lui donner son goût. Voilà, donc sur cette note culinaire, on va finir la série, ou plutôt la vidéo sur les principes de chimie. J'apprécie vos commentaires et merci de votre attention. Je vous vois dans l'autre vidéo, la prochaine vidéo.